the comment he makes about a metro and Adonis, this is just, okay. It's, Just so you know how it works. it's social media. For the 10% park, usually in the process, if they want to do their lotissement, I don't know what it, in order to know where the 10% park, if we take it in the park, they need to know where it goes so they can actually plan their lotissement. So that's why that's one of the first steps that gets done. I understand when you say, Mr. Guarano, that it's social media, but it's coming from a councillor of Hudson, so that, Sometimes the most credible sources. He removed everything he puts on Facebook. It's not there anymore. okay. Okay. Good, thank Yeah. you. Have a good evening. Bonsoir. Bonsoir. Jeanne Bilodeau. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. J'ai une question tellement simple, vous n'en reviendrez pas. Je veux juste savoir, parce que je suis préoccupée par qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ordre du jour. C'est la deuxième fois, donc le deuxième mois où, exceptionnellement, en raison de contraintes particulières, on n'a pas accès à la description des questions. Puis je trouve ça important parce que ça donne quand même aux gens une explication. Parfois, le côté gauche est un petit peu plus obscur au niveau des règlements puis de ce qui va être déposé ou parlé. Alors, je voulais juste savoir s'il y avait un surcroît de travail ou qu'est-ce qui fait qu'en 2 mois, l'ordre du jour n'est pas complété. C'est jamais arrivé auparavant. Madame Reynaud? J'étais inquiète, là, je me suis dit, il travaille trop. Vous avez raison de vous inquiéter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, premièrement, effectivement, ça arrive à quelques occasions au cours d'une année que le projet de procès-verbal, en fait, l'ordre du jour, ne contient que les titres des résolutions, pour toutes sortes de raisons. Si vous en voulez une, je tiens à préciser que le service du CAF a dû organiser des élections partielles et que nous avons travaillé les 2 dernières fins de semaine. Alors, on a la même équipe, on n'a pas une équipe qui est accrue par les élections. Dans un autre ordre d'idée, je vous précise aussi que les titres des résolutions sont généralement suffisamment précis pour expliquer leur contenu et que tous les projets de règlement sont déjà disponibles sur le site Internet de la Ville, tous ceux qui sont au stade de l'adoption. Donc, vous pouvez les consulter. Oui. Ça peut être une autre option qui s'offre à vous. OK. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que c'est toujours tellement bien fait que je me demandais vraiment s'il y a un On le fait surcroît de dans la travail. mesure Alors, du possible. Il n'y a pas d'obligation légale de le faire. peut-être Donc, on pas. fait de notre mieux pour y arriver. Est-ce qu'on peut comprendre qu'éventuellement, ça va revenir à la normale? Généralement, c'est le cas. Je Oui. pense que moi, je ne me souviens pas de la situation en ce qui a trait au mois de mai. Par contre, je sais très bien dans quelle situation on est en ce moment. OK. Parfait. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Isabelle Bonsoir. Borse, rue de Ramsay. Je voudrais revenir sur la question que j'ai posée la dernière séance, Madame Reynaud. Vous m'aviez... De poser la question ici, puis Oui. si nécessaire, C'était par rapport à la construction sur des milieux humides ou proches de milieux humides et aux risques que ça comporte. La réponse que j'ai eue la dernière fois m'a un peu perturbée, que c'est la responsabilité du futur acheteur de se renseigner avant de construire sa maison et que c'est sa responsabilité et qu'il assume les risques par après. C'est pas le commun des mortels qui est un hydrogéologue ou un spécialiste en construction ou un gestionnaire de risques, etc., qui est capable d'évaluer correctement les risques associés à la construction d'une maison sur un milieu humide ou proche d'un milieu humide. Et vous êtes d'accord avec moi, ça a été largement documenté dans les médias ces derniers temps. Sans être des spécialistes, on comprend tous qu'il y a des risques à construire sur un milieu humide ou proche d'un milieu humide. Mon point, c'est qu'on n'est peut-être pas assez transparent, avec les gens qui achètent. Ils ne sont pas tous éduqués et conscients des risques qu'ils encourent quand ils construisent proche ou sur un milieu humide. Et aussi, c'est eux qui prennent la responsabilité, qui prennent tous les risques. Selon moi, si on veut être parfaitement juste, c'est pas juste au futur acheteur à prendre tous les risques. C'est pas non plus à la municipalité et aux citoyens de la municipalité de prendre les risques aussi, parce que comme dans la vallée Chaline, on se retrouve à racheter des maisons qui sont plus habitables. Est-ce qu'on va encourir ce risque dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, quand les maisons qui sont construites actuellement sur des milieux humides vont s'effondrer et seront plus habitables? Selon moi, le risque devrait être aussi
porté par la personne qui prend la décision de construire et de développer sur ou proche d'un milieu humide. C'est cette personne-là qui est le professionnel, cette personne-là qui encaisse les bénéfices de cette construction. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas une part des risques? Pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas une part du risque? Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas aux futurs propriétaires de la maison, de la propriété, une garantie? Selon moi, ce serait une façon plus juste de partager les risques quand on prend des chances parce qu'on construit sur un milieu humide ou proche d'un milieu humide. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste en construction en bâtiment, c'est juste que je vois des problématiques qui arrivent. Puis... Donc, ce que vous dites, c'est que la responsabilité devrait être mise en partie ou plus sur les développeurs. Le développeur, c'est la personne qui vous convainc de lui donner un permis pour construire sur un milieu humide. C'est lui le professionnel, c'est lui le spécialiste. Pourquoi est-ce que ces personnes-là n'encourent pas au moins une partie du risque? Parce que je suis sûre que quand le propriétaire leur demande est-ce que ça va être un problème et tout, non, t'inquiète pas, je vais te drainer ci, je vais te drainer ça. On n'est pas des spécialistes en construction, on n'est pas des spécialistes en hydrogéologie, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait un milieu humide quand on construit dessus. Le promoteur, il peut bien vous raconter n'importe quelle salade, mais il n'assume pas le risque. Je comprends, oui. Je comprends. C'est juste histoire d'être plus juste et de partager un peu mieux les bénéfices et les risques, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr comment on peut arriver pour responsabiliser les développeurs et que c'est à Saint-Lazare au Québec Monsieur le maire, bien représenter. avec votre permission, le Code Oui. civil du Québec prévoit déjà tout ça. Et Et déjà, oui. d'ailleurs, ma réponse de la dernière séance, je continue de la maintenir et elle était relativement dans les circonstances très nuancées. Et en fait, l'objectif était, je vous ai parlé de plusieurs personnes impliquées dans la responsabilité. Mais monsieur le maire, étant donné que non seulement les personnes dans la salle, mais aussi sur YouTube, en ce moment, on est diffusé. Dans votre intervention, vous avez mentionné que les maisons, vous avez fait un commentaire sur les maisons qui sont situées dans le Vallée-Chaline. Je tiens à rassurer les gens. Non, Non, mais je vais prendre le temps de le dire parce que vous avez affirmé quelque chose qui est quand même assez important. Et on a des gens de Vallée-Chaline dans la salle ce soir et on a aussi des gens qui nous écoutent à la maison. Et on a le ministère de la Sécurité publique et des Transports qui est très impliqué dans le projet et qui parfois regarde les séances aussi. Donc, je vais prendre le temps de mentionner qu'il n'y a aucune maison dans Vallée-Chaline qui n'est plus habitable ou qui ne le sera pas, comme vous le mentionniez dans votre intervention au début. Donc, les terrains seront stabilisés et l'objectif est d'ailleurs, on a plusieurs résolutions à l'ordre du jour ce soir, et l'objectif est de maintenir la sécurité des lieux et il n'y a pas de maisons qui sont inhabitables. D'accord? La ville de Saint-Lazare a quand même racheté 2 propriétés. La ville de Saint-Lazare, en ce moment, a effectivement mentionné qu'elle avait l'intention de faire l'acquisition de 2 propriétés. Pour les simples et bonnes raisons qu'on lui a demandé de faire des propositions. Ce ne sont pas des acquisitions forcées et ces propriétés-là vont être remises en vente. C'est du moins la position actuelle que je peux affirmer. Évidemment, l'avenir confirmera si ce sera ça. Alors, c'est important de rassurer les gens. Il n'y a aucune maison qui n'est inhabitable. Il n'y a pas de danger non plus là, après les travaux de stabilisation. L'objectif, c'est que la zone soit sécure. Voilà. Merci. J'aimerais qu'on partage les risques. Merci. Donc, Good evening, Mr. Nichols. My name is Alan Nicol. I have a couple of questions. One of them is, would the council consider changing one of their policies? And that is a policy whereby whenever a developer wants to do a development, he is the one that gets the characterization study done, biodiversity. He's the person that gets the soil or the water testing done, studies done. And a lot of times you can get those biased reports. Okay? Would the council consider taking the initiative and saying the council or the town will authorize the study, and then that study, the intellectual properties become the property of the town and they can be made public. The present system, the developer has the intellectual properties and they can be withheld from the public. Mm-hmm. Well, actually, the 3 studies that were mandated
the resolution we passed, 2 months ago, ça fait déjà 2 mois qu'on avait passé la résolution. That's exactly what the council, this council was thinking at the time, is that the reports that we had in the council's opinion were not satisfactory or missing information. And the reason for the characterization or the studies is to go fill those gaps, that information that we think we're lacking. So the reports are biased. When the developer goes out to get a report done, the report is biased. okay. And Well, if it isn't, yeah. they go back, the example in the press this week, where a developer had a ruling that he would not be able to build in a certain area in Hudson, went back, got a waterways referred to as a ditch now, instead of a waterway, and got permission to build. That's in the press. It was in this week. Okay, well, I'm not familiar with that file. I know that les cours d'eau, the waterway, the difference between un cours d'eau et un fossé, a waterway and a ditch, that's established at the regional level. Okay, how can a developer then have it categorized as a waterway, water thoroughfare, whatever you call it, and then get it changed to being a ditch? Well, That's what happened. Okay, well, again, I'm not aware of that file in Hudson. They probably drained it somehow. It was drained. That's all you can assume. I do not I'll know. send the article. I'd to you be in interested in reading it, yes. Okay, another point, an example, I was in a meeting where a developer was asked about wetlands. What do you do if you have wetlands in a characterization study? He said, oh, we can go back, get it changed to a different category, and we can build in it. That's Well, again, I'm not sure where you're referring to. that's in Saint Lazare. Can you give us an example of? I'm not going to tell you the developer's name. I'll email it to you, though. Okay, I would appreciate that because I'm not aware of a developer that had the characterization changed. No, he hasn't had it. He can get it changed. Really? And how does he do that? How does he convince I the don't know. Ministry of Environment to do that? That's why I'm throwing it to you. I'd be interested Okay. in seeing who that is. Just, I'll give you another example of biased reports, okay? The report was done by Technorem for the water study in Saint Lazare, okay? Gave you the good news that you had water for 30 to 35,000 people. Told you that the P10, 11 and 12 were in a good location, no problems, right? That report did not include the fact that there are 7 wells for Vaudreuil taking water for about 9,000 people. Okay, it didn't include a mention of a 404-bed hospital, which may require another 500,000 litres per day. Okay, it didn't include the dependency of Hudson on the zone de recharge, which a lot of water goes from that area down to the Vivery Aquifer, down to the Vivery Basin, which is where Hudson gets its water. You can get a report biased. That's why I'm saying if the council gives the contract, that information will be public and then there's not going to be a bias. Understood. Second, and I'll send you all of the information I got by email. Second question, who dictates the population of Saint Lazare is going to go from 20 to 26,000 people by 2024? Nobody truly dictates. But when you look at the provisions or the provisions in the le plan métropolitain aménagement et développement, what we commonly call the PAMAD, they would like to see it go higher than that. But nobody really dictates. Okay, what are the criteria for saying Saint Lazare is going to get another 6,000 residents? The criteria again is the council. The council will determine how many projects will be approved or not approved in the future. There's nobody who's going to dictate what the population is going to be in 5 or 10 years. There are estimates that are done. There are capacities. You just said it yourself. Technorem says we have the capacity for whatever 35,000 people. But if we look at all that's only a part of the story because you've got to add on the 9,000. But I don't think we're going to get there
And again, if you look at all the projects that are anticipated or where the densification will be permitted in the east part of St. Lazare, I think that the optimal limit was 25 or 26,000 again on that. 26,000. Yeah. And what about the density of population? Who determines that? Is it the council again? The PayMat has some very clear guidelines as to densification. So for instance, in certain parts of the east of the municipality, it's at around 14 to 16 residents per hectare. And then in the west part of the town, there's very little densification under 3.25 residents per hectare. Who takes into account the other municipalities? Who determines what their densification should be? In our case, Yeah. this is in what we call a compliance program that was prepared for the CMM between 2013 and 2016 called the PayMat. We have our own clause in there called the St. Lazare clause. Because I just found out some information about the densification. For example, if we go up to 26,000, that's going to be 386 people per square kilometre. Hudson has Sure. 234. It depends of the sector, Mr. Nichols. When you look at, for instance, the west of the, Yeah, I know you're looking at east you're and looking at west, about 3.25 per hectare. but I'm asking about municipalities as Yeah. general. Well, the good thing about the negotiations that took place in the PayMat between 2013 and 2016 is that originally the densification was based on the whole of the community. And then through, again, the St. Lazare clause and certain changes that were made, the densification now was based only on new construction and new developments. So the type of densification you're referring to will not occur. Okay. It's black and white. Hudson doesn't get put in the same category as Rigor or Centerville? Or... Again, I can't speak for Hudson. Dans le temps qu'on avait l'opportunité de préparer un plan de concordance, Hudson ne l'a pas fait. Donc, je ne peux pas parler pour Hudson. I am not, Okay, no, I can't speak for Hudson and what they do or don't do. I'm just asking you whether Yeah. everyone's under the same umbrella. Everybody had the same opportunity to negotiate with the CMM to do as little damage as possible to their communities. Okay. That's answered my question, I think. Just for your information, there's the article on the press. Yeah. I'd like you to send me that information. You said that... Is it the updated article? When That's did the you, article on the press. when was it published? No, but it got updated. He doesn't like you. Here. Here. Pass it on. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, Gilles ça va bien, Monsieur Vallée? Oui, ça va bien, merci. Je profite de l'occasion pour remercier le Conseil puis la Ville de Saint-Lazare pour les locaux que vous nous prêtez pour les réunions, la table de concertation des aînés de la Montérégie Ouest. Merci beaucoup, on est bien reçus. Ben, merci à vous pour tout l'effort, le temps, l'énergie que vous mettez dans cette table de concertation-là. Je sais que je connais le type d'ouvrage que c'est, puis je vous dis que vous en mettez des heures. Monsieur le maire, j'ai changé de position. J'ai monté d'un grade. Vous êtes président? Non. Non? Je suis maintenant à Montérégie. Oui, vous êtes rendu à la Montérégie. C'est pour Comme ça que président. Ben voilà. Ben félicitations. Soyez assurés d'une chose, que je vais continuer à travailler pour notre région au complet. C'est sûr, c'est le Montérégie, puis après ça, mais c'est à Québec parce que je suis de la table de Québec en même temps. Good. Ça fait que aidez-nous pour vous aider. Ben on travaille, c'est comme bien dire, M. Poitras, je veux pas aller dans des détails, là, mais c'est commencé, puis on regarde certains terrains, certaines opportunités, on commence à regarder ça, puis j'espère d'avoir d'ici 3, 4, 6 mois des bonnes nouvelles pour vous. On a des bonnes nouvelles pour vous aussi qui s'en viennent. Excellent. Au plaisir. Merci beaucoup, M. Vallée. Donc, si...
Oups. Oh, Bonsoir. bonsoir, Madame Gauthier, ça va bien? Oui, merci. Une couple de mois, je suis venu ici concernant le lac d'eau en avant de ma propriété, lorsqu'il y avait de l'eau, lorsqu'il pleut, et des averses très... pas juste une petite pluie, là. Madame Gauthier, le micro. Et voilà. Excusez. Et le problème n'est pas réglé. Hein? Alors, j'aimerais ça savoir comment se fait-il que les citoyens qui viennent ici, qui prennent le temps pour venir faire une plainte ou tenter de vous dire qu'est-ce qui ne va pas, que les problèmes ne se règlent pas. Dans votre cas, le problème d'eau, que là vous référez au problème d'eau qui vient justement un peu qui vient de Cité des Jeunes, que quand il pleut fort, finit tout en avant de chez vous. Ouais. C'est ça. Je vais vous répondre un peu la même chose, je vous ai répondu la dernière fois. On avait envoyé un employé de la ville. Il nous a confirmé encore ce que vous avez dit, que l'eau vient de Cité des Jeunes quand il pleut, ça finit en avant de chez vous. La problématique, c'est les travaux qui doivent se faire. Je ne suis pas sûr exactement c'est quoi qui doit se faire sur Cité des Jeunes. C'est pas à nous, la ville, de les faire, c'est à la province du Québec, parce que c'est une route provinciale. Mais on sait que le problème vient de Cité des Jeunes. Oui, mais lorsque ça a été refait, lorsque la rue Duhamel a été refaite il y a quelques années, justement, ce petit bout-là, ça a été mal fait. OK? Au point de vue que le niveau de la route est beaucoup plus élevé là qu'elle est tout le long de la rue Duhamel. Elle n'a jamais été haute de même. Là, vous dites que le niveau de la route de Cité des Jeunes est plus élevé que Duhamel. Non, non. Duhamel. Oui. Si vous partez de Saint-Angélique ici, puis vous en allez vers Vaudreuil, Oui. il y a un certain niveau, OK? La route est toute... Lorsque vous arrivez à un certain moment, OK, peut-être vis-à-vis Traito, disons, ce que c'était, là, la rue a commencé à monter. Okay? Mais si la route elle monte, pourquoi que l'eau finit devant chez vous? Mais justement, parce que la route de la Cité des Jeunes est beaucoup plus élevée, puis automatiquement, ça descend. Ça ne faisait pas ça avant. Ça n'a jamais fait ça. Et puis, parce que l'eau pouvait s'égoutter dans le fossé justement du ministère du Transport. Il n'y a jamais eu de problème antérieurement. Quand il y avait de l'eau qui descendait de Cité des Jeunes, ça descendait, ça s'en allait dans le fossé qui appartient au ministère des Transports. Monsieur Tremblay? Oui. On pourra faire une autre vérification à nouveau des infrastructures? Connu, monsieur. On ne vous entend pas. Le micro est fermé. Le problème est connu. Comme vous avez mentionné, madame a raison. Il s'agit de travailler avec le ministère des Transports. Donc, la solution, est-ce que c'est que le ministère des Transports, il faut qu'il arrange les fossés dans ce secteur-là? On va les relancer. Merci beaucoup. OK. Maintenant, le niveau d'eau sur la rue Duhamel, OK, et le niveau d'eau de la nappe d'eau, est la plus élevée de toute Saint-Lazare. Alors, quand il arrive, non, il y a des vérifications qui ont été faites, monsieur le maire, là, tu sais, c'est pas, ça ne vient pas de ma tête, là. Quand je vous parle, j'ai déjà fait les vérifications. La bonne fontaine d'eau, la bonne d'eau qui est en avant de chez moi, là, OK? Il y a une façon de mettre la pression où est-ce que le niveau d'eau n'affecte pas les résidences alentours, OK? Puis là, présentement, le niveau d'eau est trop élevé. Attends, je ne comprends pas. La borne d'eau, qu'est-ce que le niveau de la nappe phréatique affecte? C'est parce qu'elle est déjà très haute. Oui. Ça fait qu'il faut qu'eux autres, ils la rajustent. Ils ne peuvent pas ouvrir ça à plein pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ajuste? J'essaie de comprendre. C'est quoi qu'il faut qu'il ajuste? L'eau, le niveau d'eau. Mais est-ce qu'on parle de la bonne fontaine ou la nappe d'eau? Je vous dis que la nappe d'eau est très haute. Oui. OK? Bon, en étant très haute, tu ne peux pas essayer de toujours essayer de faire des choses pour que tu dépasses
le principe de la nappe d'eau, là. Alors, faut descendre ça pour justement, pour pas que ça s'aille trop, pour que ça déborde. Tout simple que ça. Ça a été fait avant, ils venaient tout le temps, la ville ont toujours fait Je suis ça. pas sûr que je comprends, M. Tremblay. Est-ce que qu'est-ce qu'ils faisaient antérieurement à la ville pour contrôler la nappe d'eau? Ils descendent, et je vous dis que la nappe d'eau, c'est très haute. OK, bon, Oui. c'est une chose. La nappe phréatique, elle est haute. Elle est très haute. OK? Ça, on est d'accord. Bon, si ça arrive que vous arrivez, puis vos bonnes fontaines, vous les ouvrez à plein pouvoir. OK? Oui. Bon, ça fait que l'eau, OK, ça refoule dans les circuits de toutes les maisons qui sont alentour. Monsieur le maire, la bonne fontaine n'a rien à voir avec la nappe. Non, ben c'est ça, j'essaie de comprendre comment que la bonne fontaine n'a rien à faire avec la nappe d'eau. C'est la bonne fontaine et est reliée avec nos réservoirs d'eau. Laissez faire la nappe d'eau, on va prendre la bonne fontaine. OK. Bon. Alors, juste baisser le niveau, au lieu de la mettre à plein pouvoir, votre chose, descendez-la. Parce que les maisons qui sont en face, les maisons qui sont alentour, ils ont toutes des 8 pieds de profondeur. Alors, quand ça, c'est trop élevé, ça fait que l'eau, ça s'en va dans les solages des personnes. Madame Gauthier, la bonne fontaine n'affecte aucunement la nappe d'eau. La bonne fontaine... Je viens de vous dire de laisser faire la nappe d'eau d'abord. OK, mais encore la bonne fontaine, ça peut pas... S'il y a une coulisse, là, est-ce que vous me dites que nos aqueducs, ils coulent, puis ça affecte les niveaux d'eau dans vos sous-sols? Monsieur Grémondo, oui. Ça fait 47 ans que je reste à Saint-Lazare. J'essaie seulement de comprendre, madame. Ils l'ont fait pendant des années de temps. J'essaie seulement... Alors là, peut-être que présentement, les gens qui sont en charge ne connaissent pas qu'il faut qu'ils baissent ça au lieu de monter la pression à 200%. Encore, j'essaie de comprendre, Madame Gauthier, ce que vous êtes en train de me poser comme question. Puis j'essaie de comprendre aussi comment on va envoyer un employé. C'est ça. Je pense que c'est une question de pression. Je vais le faire vérifier. On va vérifier. Je pense que le questionnement de Mme Gauthier, c'est la pression d'eau dans les bornes fontaines. Fait qu'on va vérifier si effectivement elle est trop haute dans ce secteur-là. Je vais faire les vérifications. Puis s'il y a lieu, on va envoyer quelqu'un rencontrer Mme Gauthier. Ça vous va? Ça vous va comme ça? Oui. Merci, Mme Gauthier. Une autre question. Il y a un trou qui a été fait en arrière. J'en ai parlé la dernière fois, j'étais venu. Il y a un trou qui a été fait en arrière sur le terrain qui appartenait à la pugnacité des jeunes. Okay. Puis ça a été fait, il y a un trou qui avait été fait pour vérification du sol. Oui, c'est quand ils font des tests de percolation. Il n'y a pas de problème. Ils font un trou de ce genre-là. Oui, le trou, il est pas mal grand. C'est la grandeur d'une maison, là. OK, d'un solage de maison. OK. 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 Il y a un trou, c'est plein d'eau. Plein d'eau. C'est un lac d'eau. Je ne comprends pas que vous avez des inspecteurs à Saint-Lazare ou que dans votre département d'urbanisme, quand vous faites un trou de cette grandeur-là, vous êtes obligé de l'avoir clôturé. Et il ne l'est pas. C'est un danger, là. J'aimerais ça que si vous voulez vous en... On va envoyer quelqu'un vérifier le trou. Parce qu'habituellement, quand ils font des tests de percolation sur un terrain, c'est un trou qui a environ peut-être 3-4 mètres de long, puis environ 1 ou 2 mètres de large. Mais c'est beaucoup plus gros que ça. Okay. Le gars, ce qui va arriver, c'est tous les manigouins de la Chaline. Comment ils se promènent chez nous? Mais je me promets de les arroser avec du garlic. Bon. Merci, Mme Gauthier. Oh, sorry. Donc, tel que prévu, on prend aussi des questions par courriel via l'Internet. Donc, il va y avoir un petit ajournement suite à notre retour avec des questions qui ont été posées sur l'Internet, sur les réseaux de la Ville. Donc, un vote pour ajournement? Pour. Merci. On revient dans quelques secondes ou quelques minutes.